Pour faire une brève introduction sur son parcours, donc Aziz, il a un doctorat en biophysique et en sciences du médicament de l'Université de Montpellier. Et il a une expérience de 18 ans dans l'industrie pharmaceutique biotech. Il a commencé sa carrière dans une start-up où il a justement eu une fonction dans le domaine de ce qu'on appelle la chémo-informatics, donc tout ce qui est modélisation dans la chimie médicinale. Ensuite, il a enchaîné sa carrière au sein de diverses organisations internationales, telles que Johnson & Johnson. Et il a décidé de créer sa propre société qui s'appelait Nova Decision et qu'il a fusionné avec une autre société qui s'appelle Oribase Pharma. Donc qu'est-ce que Oribase Pharma? C'est une start-up qui est localisée à Montpellier, dans le sud de la France, qui est spécialisée dans la prestation de services de tout ce qui est chimie médicinale, mais aussi qui a identifié quelques molécules qui sont destinées à la résistance au cancer. Donc voilà, du développement de médicaments. Et là, ils sont actuellement en phase de développement préclinique. Et donc, Aziz va nous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle l'Open Innovation. Donc c'est un mot qui peut faire peur, mais en gros, c'est en ligne un petit peu avec ce qui doit être mis en place à travers la Cité de l'Innovation et les universités au niveau local, c'est-à-dire créer des liens entre l'industrie et le public. Voilà, et donc il va se cibler sur l'exemple de l'industrie pharmaceutique, qui est une révélation. Il y a 2 ans, c'est le mois à la mode dans l'industrie pharmaceutique concernant l'Open Innovation. Voilà, merci Aziz. Merci Saki. Donc, merci encore d'être resté. Comme disait Zaki, moi je vais un peu juste vous téléporter dans le domaine de la pharmaceutique, pas pour que vous puissiez être du pharma, mais pour vous dire comment les sociétés pharmaceutiques, lorsqu'ils arrivent au moment de stagnation de création de la valeur, comment ils s'en sortent. Et une façon de s'en sortir, c'est de créer de nouveaux modèles économiques. C'est quoi un modèle économique? Un modèle économique, c'est la façon, la démarche qui est mise en jeu pour générer du chiffre d'affaires. L'épicerie, c'est vendre les épices, de sorte. Et pour une société pharmaceutique, c'est identifier, développer et commercialiser les médicaments. Voilà, ça c'est le modèle économique, mais ce modèle économique peut ne pas marcher tout le temps, et là, on va le voir. Alors pourquoi opérer des changements dans les sociétés pharmaceutiques? Parce que ça c'est le passé, et ça c'est le futur des grands entrepreneurs, des entreprises de sociétés pharmaceutiques. Avant, ils menaient leur barque de façon très tranquille, le fleuve était tranquille, vous pouvez voir les 2 rives, voir devant. C'est-à-dire, leur modèle économique était pas trop chamboulé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Le capitaine, comme j'ai dit, il voit les deux rives et il a une stratégie incrémentale, c'est-à-dire, voilà, je vais avancer petit à petit. Je ne suis pas poussé par qui que ce soit, je n'ai pas de navire derrière moi qui me pousse mon temps, ou bien des gens devant moi. C'est incrémental. Le problème, c'est que ça, c'est le passé. Ça, c'est le présent et ça. Comme Pierre tout à l'heure disait, c'est cette mer agitée. En fait, aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques et d'autres sociétés naviguent dans cette mer-là. C'est des grosses vagues. Et ils doivent mener la barque dans ces grosses vagues pour arriver au bon port. Et l'un des problèmes, c'est qu'on ne voit pas ce qui est derrière la vague. Et on est obligé de prendre des décisions sans connaître ce qui est derrière. Et ça, c'est tout le problème. Et qu'on ne peut plus avancer. Parce que, on ne peut pas naviguer aussi facilement. Donc, on doit penser différemment la façon, notre modèle économique pour pouvoir avancer. Donc, l'aide des modèles économiques qui a été mise en jeu par les sociétés pharmaceutiques, c'est ce modèle de l'Open Innovation. Pourrais-je naviguer, même dans une mer houleuse, en s'ouvrant à l'air extérieur? Donc, je prends cette métaphore, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques n'arrivent plus à avancer en termes de productivité et d'efficacité. Il n'y a pas beaucoup de molécules qui rentrent sur le marché, alors que les dépenses augmentent de plus en plus. Ça, ce que
je vous ai montré de 1996 à 2010, le nombre de molécules qui sont mises sur le marché par les sociétés pharmaceutiques, et l'autre courbe montre les dépenses des sociétés pharmaceutiques. C'est qu'il y a un problème. Et on dépense plus pour produire moins. Vous voyez? Donc, pour contrebalancer ça, on doit quelque part revoir le modèle. Ben, pourquoi en fait on dépense plus mais on a produit moins? Parce qu'il y a plus de concurrence sur le marché. Les sociétés pharmaceutiques, lorsqu'elles opèrent sur un marché, ils ne sont jamais seuls. Quelques rares exemples de sociétés pharmaceutiques monopolisent certains marchés. Comme Novartis, par exemple, pour la leucémie myélique chronique, c'est un cancer puissant, ils étaient tout seuls, maintenant ils sont plus tout seuls. Donc, en fait, c'est pas. Pourquoi il y a aussi cette diminution de la création de valeur des produits qu'ils mettent sur le marché? C'est parce qu'ils ont un nombre limité d'années de propriété intellectuelle, c'est-à-dire leur brevet date de 18 ans, plus 2 ans. Donc, il y a de plus en plus de brevets qui tombent dans le domaine public. Et donc, il y a de plus en plus de génériques qui viennent. Donc, tout le chiffre d'affaires qui vient de ces molécules qui sont sur le marché, eh bien, ils se trouvent partagés entre la molécule originale et la molécule générique. Donc, et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut essayer maintenant, oubliant les molécules qui sont dans le domaine public, on ne peut rien faire. Bon, ils ont une certaine façon de contrer ça en faisant leur propre générique, mais ça ne marche pas assez. Est-ce qu'on peut faire autrement? Donc voilà, ça c'est tous ces facteurs-là ont généré cette crise au niveau de l'industrie pharmaceutique. Okay? Donc voilà, il y a les brevets, il y a la pression des prix, parce que maintenant, la sécurité sociale en France, elle fait la pression sur les sociétés pharmaceutiques pour que les prix ne soient pas assez hauts. Il y a la compétition. On a sur la même maladie plusieurs acteurs pharmaceutiques qui vendent des médicaments pour la même maladie. Il y a les régulations. On dépense plus parce que les agences de régulation des médicaments sont de plus en plus exigeantes. Donc les coûts de R&D augmentent et la productivité, elle diminue parce que parfois, même le médicament, une fois arrivé sur le marché, il n'a même pas atteint les attentes des malades. Parce que par exemple, les molécules anticancéreuses, prolongement de 6 mois de la vie. Est-ce que c'est suffisant? Non, pour la FDA. Maintenant, il voulait plus de régulation. Et ainsi de suite. Donc il faut revitaliser un peu le système. Donc pour augmenter la productivité de la recherche et du développement très tôt, il y a deux façons. Ou bien on incorpore des technologies innovantes qui vont nous permettre d'aller plus vite, de diminuer le risque, d'accord, et d'avoir une structure R&D robuste, qui nous donne plus de qualité et plus d'efficacité. Ça, c'est une méthode. Ou bien, on adopte un nouveau modèle économique. Alors, on va voir. Tout à l'heure, il y a Vincent qui vous a montré cette courbe S. C'est cette courbe, la fameuse courbe de maturation d'un business. On va commencer un projet. Après, on va rentrer sur le marché avec le projet. On va avoir une phase exponentielle parce qu'on vend très bien. Et on est rattrapé par le concurrent, on a une stagnation. Et si on ne répond pas bien à la concurrence, la courbe s'inverse. OK? Donc, cette courbe-là, toute l'astuce des stratèges des sociétés, surtout les sociétés pharmaceutiques, c'est d'anticiper cette stagnation et de faire repartir la courbe quelque part avant que le plateau arrive. Alors, pour arriver à faire cette courbe, comme c'est montré, et comme il disait Vincent, donc on adopte l'innovation. On adopte des moyens d'innovation. Et ces innovations sont, pour l'instant, ce qu'on appelle des innovations qui sont des innovations incrémentales, okay, qui nous permettent d'avancer de plus en plus. Donc on a un produit, on a la version 1, puis on le met sur le marché, on l'améliore, on a une version 2 et ainsi de suite. Ça,
ça permet de soutenir la valeur au cours du temps, mais ça ne prévient pas le cadre. Pour pouvoir anticiper, il faut avoir un système de rupture. Il faut rendre cette innovation qui est incrémentale par une innovation de rupture qui crée radicalement du nouveau produit et qui transforme avec des transformations de valeur sûres. Donc, pour les sociétés pharmaceutiques, pour passer de là à là, ils ont adopté, comme je dis, les deux solutions. Ou bien l'introduction de technologies nouvelles innovantes, ou bien on va voir des exemples. Ici, pour montrer cette innovation incrémentale. Le téléphone, au départ. Le téléphone au départ, au début, on l'utilise pour faire un message, envoyer un message d'un côté des États-Unis vers un autre. On utilisait ce qu'on appelle le Pony Express. Le Pony Express, c'est des cavaliers qui sont sur des chevaux, qui prennent un message et qui vont d'un point vers l'autre. Il y a un autre cheval qui les attend. Là, ils ne s'arrêtent pas, ils prennent l'autre cheval et ainsi de suite. D'accord? Et après, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des races de chevaux plus robustes, de l'endurance chez le cheval, et aussi des cavaliers plus endurants. Donc ils se fatiguent. Pour ça, c'est de l'amélioration incrémentale, l'innovation. Donc ils amélioraient de plus en plus le système. Après, ils ont fait plusieurs points. Après, ils ont remplacé. Vous voyez, ça, on est dans l'incrémental. Et bien, ce qui a rompu l'innovation de rupture du Pony Express, c'est le télégraphe. Le télégraphe n'a rien à voir avec le Pony Express. Ils ont fait des films, et maintenant ils envoient avec le système Morse le message. Donc, il y a une rupture ici. C'est plus de l'incrémental. Les pigeons voyageurs aussi. Il y a le pigeon voyageur avant le Pony Express. Avant le Pony Express. D'accord? Ça, on ne contrôlait pas très bien. Hein. Mais bon, il faut vraiment dresser le pigeon. Bon, il y a des risques pour le Bon, pardon, excusez-moi. Donc, mais après, ce qui a rompu le télégraphe, de quoi vous parlez? Le téléphone. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas transporté un message télégraphié, on a transporté la voix. Vous voyez? Là, ça est rupture ici. D'accord? Mais depuis l'apparition du téléphone, on n'a fait que de l'incrémental, de l'innovation incrémentale qui a permis à la société Bell des États-Unis d'avoir cette augmentation exponentielle et de continuer à s'installer sur le marché. Mais le déclin est arrivé avec les nouveaux téléphones. D'autres sociétés, sans fil, tout ça, toujours de l'incrémental. Parce que le téléphone, il transporte toujours la voix, il est toujours avec des fils, qui vont d'un côté à l'autre. Après, ce qui a rompu cette innovation, c'est le cellulaire, qui n'a rien à voir avec l'autre. Et bien, vous voyez, on passe de là à là, d'une façon diamétralement opposée. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à un moment où on a pensé au cellulaire, on a pensé il y a très longtemps, mais il n'y avait pas un besoin. Croyez-moi, il n'y avait pas de besoin sur le marché immédiat. Mais on n'a pas arrêté le développement. Parce que c'est des gens visionnaires. À un moment donné, ça va payer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont, ces stratèges, ils ont cette idée de la rupture. À un moment donné, on installe une rupture et on crée le besoin. Et le cellulaire est arrivé. Même dans le cellulaire aujourd'hui, il y avait, c'est incrémental. Pour moi, il y a la 2G, la 3G, la 4G qui arrive, et ainsi de suite. Mais on est dans la même courbe. Alors ça, c'est pour le téléphone. Les sociétés pharmaceutiques, depuis l'apparition des thérapies, ils ont fait la même chose. Innovation technologique incrémentale. Les premiers agents thérapeutiques pour les chimothérapies au niveau cancer. Après, on a introduit des nouveaux concepts pour découvrir de nouveaux médicaments. On a les biopharmaceutiques. Après, on commence à industrialiser. Et avec des pilotes d'industrialisation énormes, donc on améliore le processus. Quand il arrive les biomarqueurs, je suis désolé, ça c'est des mots techniques, mais c'est pour vous montrer dans les sociétés pharmaceutiques, on a
aussi assister à cette innovation incrémentale. Mais est-ce qu'on est là? Certainement, on est là parce qu'il suffit de lire les news des sociétés pharmaceutiques qui ferment des centres de recherche et développement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réduire les coûts, parce que ça devient plus rentable. D'accord? Mais est-ce qu'il y a un modèle de rupture dans les sociétés pharmaceutiques? Alors, un processus de développement des médicaments est organisé en phase et généralement, lorsqu'on commence 50 projets de développement de médicaments, 50 projets de découverte de médicaments, il n'y en a qu'une seule molécule qui arrive sur le marché. Parce que je dis 50 projets, c'est plusieurs molécules par projet. C'est 10 000 à peu près. Voilà. 10 000. Et 10 000 molécules à peu près. Vous voyez? Et tout ça, ça dure 15 ans. Ça dure 15 ans. Et le coût est de à peu près entre 800 et 1 milliard de dollars de dépenses. D'accord? Donc il faut rentabiliser tout ça. Alors, j'ai dit tout à l'heure, quel est le moyen qu'on met en jeu pour pouvoir faire la rupture de cette courbe, pour prévenir le plateau? Ou bien on fait introduire de la technologie, ou bien on fait autre chose. L'introduction de la technologie, certes, il doit opérer. La recherche génomique, le criblage en biblique, la chimie combinatoire, tout ça a été introduit. Tout ça. Et la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, le nombre de médicaments sur le marché, n'avait pas changé. Elle a commencé à avoir de moins en moins de molécules sur le marché. Et les dépenses ont continué à augmenter. Même ces technologies ont fait générer plus de dépenses que de résultats. Donc l'introduction de technologies innovantes dans le système pharmaceutique n'a pas résolu le problème. Donc, comme je dis, voilà. Alors, il y a une autre possibilité que les sociétés opèrent lorsqu'elles se trouvent au milieu de crise. C'est qu'ils font ce qu'on appelle la fusion. On prend deux sociétés, par exemple Sanofi et Sanofi. On connaît Sanofi. Ok? Bon, est-ce que le Sanofi actuel voit son nombre de médicaments sur le marché augmenter? Non. Malgré le fait qu'ils ont mergé les deux sociétés. Et les technologies et les ressources humaines ont marché. Bon, il y a j'ai donné ici quelques exemples de fusion. Et la valeur qui a été générée par celui qui a été racheté. Par exemple, Alcan a eu 29 millions de dollars, ou milliards de dollars de Novartis. Enfin, à terme, c'est pas de suite. Il y a beaucoup d'argent qui est bonjour pour faire les mergers, mais le paiement ne se fait pas d'un seul coup, il se fait par palier. Donc les mergers, les fusions n'ont pas donné cette rupture. Je reviens à mon processus de découverte de médicaments, organisé en phase. Qu'est-ce qu'on voit? Ce que de bout en bout, les sociétés pharmaceutiques, ils faisaient tout par eux-mêmes. Rien ne vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, il ne faut pas partager le gâteau avec les autres. Un médicament, un anticancéreux, lorsqu'il arrive sur le marché, aux États-Unis par exemple, c'est 1 milliard de dollars pour la molécule qui n'est pas très efficace par an. Par une molécule, une indication thérapeutique. Par exemple, un médicament qui s'appelle le Glivec générait 4,5 milliards de dollars à Novartis par an dans le monde. Ils ont dépensé 1 milliard, mais ils ont 4,5 milliards. Non, ils ont dépensé 1 milliard de dollars, ils ont 4,5 milliards de dollars par an par médicament. Vous voyez le nombre de médicaments chez Novartis? Il y en a énormément. Alors, tout se fait en interne. Pourquoi? Toute innovation qui se fait en interne, et c'est une innovation qui est fermée. On doit découvrir nous-mêmes, développer, manufacturer, distribuer nous-mêmes, d'une façon verticale, dans un modèle intégré. Toute l'expertise doit venir de l'interne. On doit inventer et financer nous-mêmes pour pouvoir gagner. Et nous devons contrôler les processus d'innovation, les technologies, les outils, de telle façon à ce que nos compétiteurs n'en profitent pas de nos idées.
Ça, c'est une innovation fermée. Il est arrivé l'innovation ouverte qui a imposé au système de société pharmaceutique de l'adopter. Pourquoi? Parce que, à la fin, ils étaient plus gagnants que dans le système fermé. Donc, c'est à l'opposé en fait. Le principe, c'est que je peux profiter et utiliser l'innovation des autres et les connaissances des autres et pour avoir un peu plus de propriété intellectuelle, parce que plus on arrive avec des idées de l'extérieur, plus on augmente notre portefeuille de propriété intellectuelle, et à la fin, je peux faire profiter aussi des résultats du chiffre d'affaires, des revenus, de ce que j'embauche à la fin, ceux qui ont participé au développement. Donc c'est ouvert, on partage le gâteau avec les autres. Alors je reviens encore. Donc, alors ce qu'on fait, on va restreindre le champ de l'innovation interne. Et on va essayer d'aller s'appuyer sur des canaux parallèles, ou des canaux parallèles dans toutes les dimensions, pour pouvoir générer plus vite de la valeur. D'accord? Donc, on va faire ce qu'on appelle utiliser les capacités de recherche externe. On va travailler beaucoup plus avec les sociétés académiques. D'accord? Et on va aussi travailler avec des petites sociétés qui ont aussi ce pouvoir d'innovation plus fort. Mais tout devrait venir nourrir le développement en interne. En fait, à tout moment du processus, je fais intervenir des acteurs pour des domaines bien précis de développement des médicaments, d'accord, pour aller plus vite. Voilà, et donc il y a une interaction de la société pharmaceutique vers les partenaires externes. Mais encore plus fort, dans ce modèle d'innovation ouverte, c'est que, comme j'ai dit, je vais m'appuyer sur un besoin, j'ai un besoin ici, m'appuyer sur une offre externe tout au long du processus, mais je vais favoriser une dynamique, d'accord? Pas seulement entre la société pharmaceutique elle-même et ses partenaires, mais entre les partenaires eux-mêmes. Et j'en profite à la fin. Pourquoi? Parce que je peux définir une problématique à l'intérieur d'innovation, mais je n'ai aucun moyen d'initier l'innovation. Alors ce que je fais, je crée des liens entre mes partenaires académiques, des sociétés de services, des bibliothèques, de l'académie, et je crée une dynamique entre eux de telle façon qu'à un moment donné, je peux poser des problèmes et je vais avoir des solutions. Il l'a créé et il la finance. En plus, oui. En fait, voilà, au lieu d'avoir un système qui est vertical, en fait, les sociétés pharmaceutiques ont créé ce qu'on appelle des systèmes coordonnés et intégrés. Ils vont coordonner le développement, mais en gardant le contrôle. Comment? On va partager les coûts de l'ARN. Un laboratoire académique où les sociétés pharmaceutiques payent les coûts de développement des laboratoires académiques, mais ils ont la propriété intellectuelle. On va avoir plus de ressources en s'appuyant sur les ressources externes, donc on peut allouer les ressources en interne plus efficacement. On va avoir une efficacité au niveau du coût, parce que ici, c'est pas très cher au niveau de l'académique. On va avoir beaucoup plus de flexibilité, mais on va essayer de mieux focaliser et d'être un peu plus réactif. Je suis désolé, je ne peux pas détailler plus. Donc, ce système aujourd'hui d'innovation ouverte, en créant une dynamique entre la société pharmaceutique et les partenaires autour, a permis aujourd'hui de créer cette rupture. Enfin, on se pose la question parce que c'est un début. On saura dans quelques années, est-ce que vraiment le nombre de médicaments qui sont mis sur le marché
et dans la sens de l'augmentation, dans une croissance positive, où ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques qui ont adopté un tel système, ils ont créé en quelque sorte deux pipelines. Le pipeline, c'est le nombre de molécules qu'ils développent au cours du temps. Il y a un pipeline en interne, c'est le leur, qui continue de développer, mais il y a un autre pipeline qui est issu de cette open innovation, issu de tout le travail qu'ils font avec les partenaires, tout au long des systèmes. Donc la productivité et l'efficacité augmentent nécessairement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des molécules dans les premiers pipelines qui peuvent échouer dans les phases cliniques, mais il y aura des projets de l'extérieur qui peuvent se substituer pour créer un nouveau médicament. Et ça, c'était pour certaines sociétés pharmaceutiques, aujourd'hui, 60% maintenant. Il y a 3 ans, il y avait 40%. 60% des molécules en développement des sociétés pharmaceutiques ne viennent pas des sociétés pharmaceutiques elles-mêmes, elles viennent de l'extérieur. Sanofi Aventis vient d'adopter le système dans un communiqué qui a été fait la semaine dernière. Il parlait de l'innovation ouverte, mais avec à peu près 10 ans de retard. Voilà, en conclusion, le modèle actuel des sociétés pharmaceutiques, celles qui n'ont pas adopté ce genre de modèle, il ne peut plus être soutenu. Et la preuve, c'est que celles qui n'ont pas adopté ce genre de système, qui se trouvent dans une situation de crise, et la seule sortie, c'est de fusionner avec une autre qui les sauve. Toutes les introductions des technologies nouvelles et le problème technologique n'a pas pu créer cette innovation de rupture. L'introduction de technologies nouvelles, les fusions n'ont pas vraiment aidé les sociétés pharmaceutiques à s'en sortir. Il fallait penser à un nouveau modèle. Ce modèle basé sur l'innovation ouverte qui lui permet de booster en fait la productivité vers les. En fait, ce système-là, et là je reviens vers les académies, c'est l'opportunité pour les laboratoires académiques d'avoir des projets qui sont des projets d'application et de pouvoir valoriser eux-mêmes leurs idées à travers ce système, parce que les sociétés pharmaceutiques vont s'appuyer sur eux-mêmes et leur capacité de recherche pour aller plus vite. C'est ce qui se passe dans les pays européens et aux États-Unis. Mais en fait, on ne peut pas avoir et implémenter un tel système sans avoir un changement de mentalité. Pourquoi? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sociétés pharmaceutiques parce qu'au début, on faisait beaucoup de services, on disait ses acquis, et j'allais défendre la société et les services devant des sociétés pharmaceutiques. Ils me prenaient toujours de haut, comme étant des petits qui viennent enseigner aux gros ce qu'ils doivent faire. D'accord? Donc il y avait une fermeture grâce à cette mentalité très ancienne. Je sais faire tout ce que je dois faire et les autres n'ont rien à m'apprendre de mon métier. Voilà, ça c'était le passé. Maintenant, même à Sanofi, le président a dit, le nouveau président il y a 5 ans leur a dit, vous devez vous préparer à admettre que vous n'êtes pas les seuls à savoir faire. Donc, mais quel que soit le changement de mentalité, la mer restera toujours heureuse. Et les gens qui font naviguer les sociétés pharmaceutiques continuent à naviguer dans une mer très agitée. Et je voudrais juste finir par là, parce que j'ai eu la chance de travailler avec ce monsieur-là, qui est le père de la société Janssen Pharmaceutica, qui a à peu près 90 médicaments sur le marché, dont à peu près 60, ils ont été mis sur le marché il y a à peu près 10 ans. 60, il y a à peu près 10 ans. C'est-à-dire les 30, c'est dans les 10 dernières années. Et c'est pas beaucoup parce que ce monsieur-là avait beaucoup plus de tous ceux qui sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faut bouger plus vite. Parce que bon, l'horloge tourne et les patients attendent.
Et lui, il s'appuie énormément sur ce système à l'époque. Il est mort maintenant. Et pourquoi aussi? Parce que Charles Darwin disait aussi, et ça c'est une mauvaise interprétation, on disait que la théorie c'est le plus fort survit. C'est ça la théorie? Mais non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, c'est pas le plus fort des espèces qui survivent. Et c'est pas les plus intelligents, mais ceux qui répondent le plus vite au changement. C'est ça la vraie théorie. C'est-à-dire, c'est des espèces qui sont capables de répondre plus vite que les autres. Voilà. Et s'adapter rapidement. Et bien, ça, pour s'adapter aujourd'hui dans le marché pharmaceutique, il n'y a pas de solution, c'est de s'ouvrir. Voilà, je ne